Chers amis, bonsoir. Nous sommes le 9 octobre 2024. Vous êtes sur PayGuerre pour la 40e édition de Mondoscopie déjà. Je vous rappelle en préambule qu'il faut appuyer sur la petite cloche pour s'abonner à la chaîne. C'est gratuit. Si vous voulez rejoindre le cercle des amis et des fans de PayGuerre pour avoir d'autres contenus en plus intéressants, vous pouvez évidemment le faire, c'est en description de chaque vidéo, c'est tout simple, il y a un lien. Et puis bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a aussi Tipeee si vous souhaitez nous soutenir moins ou plus, parce que c'est très important, cette chaîne ne vit que de vos soutiens, hein, par tous ces biais. Mais voilà. Je suis désolée, j'ai l'air de mendier, c'est pas du tout le cas, mais c'est un fait, voilà. Et c'est une contrainte. Donc, en tout cas pour continuer à pouvoir parler librement et à dire des choses qui me semblent importantes sans aucune dépendance, d'aucune nature. Bon, alors voilà, je commence tout de suite dans le vif du sujet. On va avoir 3 points aujourd'hui. Un premier point sur le Moyen-Orient, Israël, le Liban, Gaza, la Syrie. Un deuxième point où je vais évoquer les attendus de la visite ce vendredi du président Poutine, enfin de la rencontre entre Poutine et Pézekian, donc le nouveau président iranien, qui va se passer au Turkménistan. Voilà. Et puis, troisième élément, je vous parlerai bien sûr de la situation en Ukraine et de certains articles qui expliquent bien maintenant où on en est de chaque côté en termes d'attendu d'une négociation et d'un cessez-le-feu. Je suis absolument désolée de ce bruit, je n'y peux rien. Il y a des travaux en dessous et malheureusement, ils ne s'arrêtent pas. Et encore, c'était pire, il y a ne serait-ce qu'il y a un quart d'heure. Voilà. Donc, j'espère que ça ne vous empêchera pas de m'écouter. Alors, je commence tout de suite. Israël, toujours sur une ligne de crête. Alors, j'ai donné récemment une longue interview chez Idriss Aberkan avec Eric Dénessé, qui a porté quasi exclusivement sur le Moyen-Orient. Donc, je ne veux pas rentrer dans tout ce qui a déjà été dit par moi. Voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo, tout simplement. Et puis, j'ai aussi écrit un petit texte que j'ai posté pour Géopragma, le think tank que je préside. Mais c'est deux choses différentes avec PayGuerre. Et je l'ai posté non seulement chez Géopragma, mais sur Twitter et sur LinkedIn. Donc voilà, si vous voulez de manière un peu longue avoir mon idée de ce qui se passe, et vous pouvez vous référer à ces deux contenus. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on est 2 jours après le premier et triste anniversaire de ce qui s'est passé le 7 octobre. Rien ne semble devoir arrêter le glaive israélien. C'est quand même... voilà, on en est là. L'absence d'objectifs politiques me paraît... alors on va me dire, mais on est en pleine guerre, etc. Oui, mais enfin, quand même. Parce que les objectifs politiques ont aussi une influence sur la manière dont on mène la guerre. Donc, il n'y a pas d'objectif politique. Et... le caractère tellement jusqu'au boutiste qu'il en est utopique des objectifs militaires énoncés par le gouvernement de Benjamin Netanyahou place, à mon avis, l'État hébreu sur une ligne de crête vraiment très périlleuse. Donc, alors, l'actualité, c'est des frappes israéliennes redoublées en Syrie, avec Damas frappé. On a vraiment l'impression que le martyre de ce pays ne va jamais finir. Jamais. Le Liban, lui, est en train d'être progressivement, c'est plus que des incursions maintenant, envahi au sud. Rien, là aussi, ça a l'air de continuer.
Et à Gaza, sur le front de Gaza et du Hamas, donc, rien n'est non plus fini, ni gagné, ni calmé du point de vue israélien, puisqu'on vient d'apprendre en plus que le nouveau leader Yahya Sinwar, qui a en fait remplacé Ismaël Haniyeh, qui a été assassiné, est vivant. Voilà. Donc, bon. Et si ce n'était pas lui, ce serait un autre, et un autre, et un autre. Bon. Et au Liban, bah, c'est les mêmes méthodes qu'à Gaza. Netanyahou a d'ailleurs dit clairement qu'il promettait au Liban un sort identique à celui de Gaza si les Libanais ne saisissaient pas, a-t-il dit, cette occasion finalement de la violation de la souveraineté libanaise par les forces israéliennes pour essayer d'extirper le Hezbollah, pour libérer le Liban du Hezbollah. Voilà, c'est comme ça qu'Israël le présente, libérer le Liban du Hezbollah. Bon, bien sûr, le Hezbollah, au fil du temps, a développé, a contribué à la corruption, à une emprise que beaucoup jugent très négative sur le Liban, etc., mais que beaucoup aussi soutiennent. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement complexe. Et là, on est dans un manichéisme, mais c'est ahurissant. C'est-à-dire, c'est tout juste si en fait Israël ne viendrait pas au secours du Liban, n'est-ce pas, pour le libérer du Hezbollah. C'est bon, enfin, là encore, il y a une espèce si vous voulez, de coup de force du narratif sur le réel qu'il s'agit d'imposer. Et cette fois-ci, voilà, bah, c'est Israël vient au secours du Liban, en fait. Vous ne le saviez pas, mais on vient à votre secours pour extirper le cancer du Hezbollah. On est les justiciers du monde, on est sauveurs de la chrétienté par le fer et le feu. Bon. C'est assez difficile, je dois dire, à entendre et même à comprendre du point de vue d'Israël et du point de vue des intérêts et de la sécurité d'Israël. Ce qui est sûr, c'est que la souveraineté des États de la région n'est absolument pas un sujet. Et donc, tout ça pour en venir au point actuel, qui est qu'effectivement, là, en ce moment, au moment où j'enregistre cette émission, donc nous sommes mercredi, en fin de matinée, on attend toujours les représailles israéliennes après l'attaque qui a eu lieu il y a quelques jours, iranienne, avec 200 missiles balistiques, près de 200 missiles balistiques sur tout le territoire. Bon, on sait que les Américains sont assez inquiets, d'abord parce qu'ils ont très très peur qu'il y ait une crise pétrolière, en fait, une crise énergétique, et ça leur ferait du mal. Ça leur ferait du mal politiquement, électoralement, évidemment, et économiquement et au plan mondial. Enfin, ce serait dramatique. Et on sait que l'Iran peut bloquer le détroit d'Ormuz. Donc les États-Unis ne sont pas fanas d'un embrasement de la région. Ils ont d'ailleurs dit aux Israéliens qu'ils étaient contre des frappes sur les installations pétrolières ou énergétiques civiles iraniennes. Bon, et évidemment sur les installations nucléaires, évidemment. Est-ce qu'Israël peut passer outre ce refus? Est-ce qu'il veut passer outre ce refus? Y a-t-il intérêt? Parce qu'il faut vraiment bien peser les choses. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Comment l'Iran pourrait réagir? Il y a eu des déclarations dissuasives, à visée dissuasive, je ne sais pas si elles l'ont été, assez menaçantes des responsables iraniens qui ont dit, si les pays du Golfe, donc qui essaient aussi de contenir en fait, mais qui ont dit, si des pays du Golfe aident Israël militairement ou par la simple mise à disposition de leur espace aérien, ils seront considérés comme partie prenante au conflit qui nous oppose à Israël et comme puissance hostile. Idem pour les bases américaines. C'est quand même un avertissement indirect à Washington, parce que même si l'Iran ne veut pas d'embrasement régional, même s'il a dit que cette représaille à tous les assassinats qui avaient été menés
contre ces divers responsables et les derniers en date du Hamas, du Hezbollah, Nasrallah, etc. Il a quand même dit notre riposte est terminée, voilà. Mais bon, si vous continuez l'escalade, on va aussi devoir répondre. Et il faut savoir que il y aurait déjà un escadron d'avions qui serait arrivé sur une base des Émirats arabes unis à Al-Dhafra. Donc, ça veut dire là que soit ils n'ont pas bien entendu ce que les Iraniens ont dit, soit ils n'en ont cure. Voilà, donc il est très difficile de faire une évaluation de ce qui va se passer là. La riposte iranienne était pourtant était très très calibrée encore, mais en même temps assez massive, et surtout elle préfigure des répliques, et des répliques beaucoup plus saturantes, avec beaucoup plus de missiles sur Israël. En plus, il y a eu une grande précision, parce qu'il n'y a quand même pas eu de victimes officielles. Peut-être il y en a eu quelques-unes, mais enfin sur 200 missiles, sachant que la plupart n'ont pas été interceptés par le dôme de fer, qui n'est pas fait pour cela, qui n'est pas fait pour des missiles balistiques, mais qui est fait pour des roquettes, pour d'autres types d'armements moins puissants. Mais malgré tout, les Américains aussi ont aidé, etc., etc. Et la plupart des missiles sont quand même arrivés. Donc voilà, est-ce que finalement, ce qu'a fait l'Iran, cette deuxième représailles, après celle qui avait eu lieu en avril dernier, à une première salve d'assassinats israéliens, est-ce que ça va être véritablement dissuasif? À vrai dire, je ne sais pas répondre à cette question. Je pense que l'Iran ne veut évidemment pas que tout cela dérape gravement, mais en même temps, voilà, Israël de son côté pousse vraiment au maximum à l'embrasement. Et bon, ce qu'on peut espérer, c'est que les Américains, malgré tout, n'y ont pas intérêt pour l'instant. Mais en même temps, il y a chez les démocrates, les néocons les plus forcenés, il y a des gens qui envisagent un embrasement au Moyen-Orient pour échapper au fiasco ukrainien, pour remettre une bonne guerre qui va faire tourner les usines, l'économie et surtout mettre tout le monde en ordre de marche, le petit doigt sur la couture du pantalon derrière l'oriflamme américain. Enfin voilà, il y a quand même il y a des écoles, il y a des coteries et c'est difficile de savoir quel est leur pouvoir aujourd'hui. On dit que le Pentagone est quand même beaucoup plus circonspect, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est probable, c'est de toute façon que Benjamin Netanyahou va aller le plus loin possible avant le 5 novembre et peut-être même avant février, pour faire en sorte que le prochain président américain, quel qu'il soit complètement coincé et doive le soutenir. Et ça, c'est la malédiction des néoconservateurs et même des néoconservateurs dans le camp démocrate, d'où ils sont issus au départ, mais dans le camp républicain aussi. Et c'est ça qui est gravissime, en fait, c'est qu'il est très difficile d'échapper à l'emprise de tous ces gens et à leur pouvoir de nuisance. Donc, que faut-il souhaiter? Que la Chine et la Russie finissent par imposer à la région une alternative à cette guerre sans fin. Parce qu'il est vrai qu'au plan politique, la Cisjordanie est dans un tel état de grignotage que la solution à deux États, que certains professent encore, paraît de plus en plus compromise. Solution à un État, bon. Mais il va falloir trouver une solution politique, ou alors c'est la guerre sans fin. C'est un autre scénario, et certainement beaucoup de dirigeants, et les dirigeants actuels israéliens, l'ont fait, ce scénario. Il ne s'agit pas pour eux ni de guerre, ni de paix, ni d'accord, ni de cohabitation, ni de compromis, ni de quoi que ce soit. Donc, voilà, pour moi, je terminerai là-dessus, il y a un lien à faire entre la dégradation de la situation au Moyen-Orient et les convulsions occidentales face à l'évolution très rapide du rapport de force géopolitique globale. Donc la question, en fait, c'est
au-delà de ce conflit entre Israël et l'Iran et ses proxys, si vous voulez, dans quelle mesure ce qui se passe au-delà et à côté, et notamment les liens qui existent désormais de nouveau entre l'Arabie saoudite et l'Iran, via les BRICS, ne serait-ce que via les BRICS dont le sommet approche. Donc il y a un certain nombre de dynamiques qui sont plus positives, qui sont des dynamiques, encore une fois, qui essaient d'en finir avec cette malédiction de la déstabilisation régionale, du démembrement des États, de toujours nourrir les querelles, les rivalités, les conflits. Bon. Voilà, il faudrait que cette région passe à un autre stade pour espérer pouvoir se développer et surtout devenir, que les populations en profitent un petit peu, au-delà des économies de rente de la plupart des États de la région. Et ça, évidemment, cette dynamique, en tout cas l'administration américaine actuelle, veut enrayer cette dynamique régionale de rapprochement entre l'Iran et les autres puissances du Moyen-Orient. Je ne parle pas des puissances pro-iraniennes, comme la Syrie ou l'Irak. Bon. Je parle des autres, et des puissances du Golfe notamment. C'est-à-dire il y a vraiment une lutte, assez claire qui se passe là, comme elle se passe en Ukraine d'ailleurs, sur un autre front, entre les deux grandes visions du monde qui désormais s'opposent. La vision occidentale, qui est une vision très hégémonique, de soumission, de surplomb moral, de volonté de domination, inchangée en fait, ne veut pas reconnaître ce qui s'est passé. Et puis le reste du monde qui s'articule tant bien que mal autour de deux grands pôles, à la fois théoriques, si vous voulez, d'inspiration, même si on va me dire que c'est choquant de dire que la Russie est inspirante, mais en tout cas elle inspire un certain nombre de dirigeants et de pays et de peuples. C'est un fait, on peut le nier, mais c'est un fait. Et donc double pôle, la Chine et la Russie, et autour d'eux des grandes puissances, qui ont aussi d'ailleurs leur singularité et leur volonté propre. Et donc ça, c'est l'autre gros morceau, si vous voulez, du Nouveau Monde. Et voilà, et ça donne des convulsions, en fait, ça donne des convulsions partout. Alors nous, on a le nez sur le Moyen-Orient parce que ça nous concerne, enfin ça devrait. Et puis bien sûr l'Ukraine parce que c'est la sécurité en Europe. Et là, on a tellement fait de bêtises que maintenant on est dans une impasse aussi. Mais je vais vous en parler. Mais c'est valable partout. C'est valable dans d'autres zones. C'est valable en Amérique latine. C'est valable dans l'Asie au sens le plus large. C'est valable en Afrique, bien sûr. Voilà. C'est pourtant en traitant au fond, enfin, la question politique palestinienne que l'on pourra espérer tarir progressivement les sources du terrorisme, non seulement moyen-oriental, mais aussi les foyers de déstabilisation dans nos pays et d'instrumentalisation de la question palestinienne dans nos pays. Et ça, c'est quand même pas très compliqué à comprendre. Je ne comprends pas pourquoi on fait semblant de ne pas comprendre cette évidence. Parce que l'ultraviolence, elle se nourrit largement de discours réducteurs sur le conflit civilisationnel, vous savez ce que j'en pense, qui opposerait l'Occident à l'islam, qui ferait d'Israël le défenseur de l'Occident et de la chrétienté. Ça ne correspond pas à la réalité, ni à la singularité des enjeux régionaux, ni surtout aux intérêts et aux pratiques d'Israël, qui d'ailleurs a cherché depuis des années déjà, à travers Abraham, mais bien avant, à se rapprocher de certains États arabes, à commercer avec eux, à avoir tout un tas de relations. Donc chez nous, si vous voulez, en France notamment, on a une vision complètement primitive de tout ça. On s'imagine que c'est les uns contre les autres, mais c'est pas du tout comme ça, c'est beaucoup plus complexe. Et donc il faut arrêter de simplifier des choses complexes, voilà, abusivement. On peut essayer de résoudre les problèmes, de les décortiquer, mais il ne faut pas... c'est pas du blanc, du noir, la malédiction, la bénédiction, les bons, les méchants. Il faut arrêter avec tout ça, c'est
c'est n'importe quoi. Et en plus, le terrorisme chez nous, en l'espèce, n'est pas chiite. Hein. Et l'Iran est perse. L'Iran, c'est la Perse. L'Iran, ça n'a rien à voir avec les Arabes. Enfin, si vous voulez, je trouve qu'on a un tel niveau d'ignorance, en fait, d'une culture globale, là, dans nos populations européennes, que ça permet des amalgames, que ça permet des confusions qui ont des conséquences extrêmement dommageables pour la sécurité de nos concitoyens à la fin des fins. Voilà, et pour nos économies, et pour tout. Donc, il faut quand même arrêter d'avoir cette naïveté, ou ce cynisme d'ailleurs plutôt. Mais voilà, c'est comme la césure chiite, sunnite. Oui, bien sûr, elle existe, elle a du fond, mais là-bas déjà. Et enfin, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tout ce qui peut ou ne peut pas arriver à cette région ad vitam aeternam. On peut aussi dépasser les choses, il faut aussi être un peu positif et un peu constructif. Sinon, bah voilà, sinon on fait ce qu'on a fait depuis des décennies, depuis bien avant la création d'Israël d'ailleurs, et on essaie de continuer à faire en sorte que surtout il n'y ait jamais d'unité arabe, que surtout voilà, on puisse continuer à jouer les uns contre les autres. Bref, bon, moi mon espoir c'est qu'un président américain, parce que ce ne sera pas un président d'un autre pays européen, qu'un président américain soit assez intelligent pour imaginer et mettre en œuvre et proposer à tous les acteurs de la région un vrai grand marchandage régional avec Israël et avec l'Iran pour aller vers une sorte d'apaisement. Voilà, vers une sorte d'apaisement. Parce que sinon, à la fin des fins, c'est toujours les populations civiles qui trinquent. Et vous avez vu comme elles trinquent. Voilà. On n'a qu'à commencer au printemps arabe, hein, n'allons pas, même à l'Irak, 2003. Voilà, combien de millions de morts totalement inutiles. Bon, deuxième point. Poutine et Pézekian au Turkménistan vendredi. Bon, alors là, je vous en parle rapidement, c'est un point rapide. En fait, il ne faut pas surinterpréter. Parce qu'évidemment, dans le contexte actuel de ce qui se passe au Moyen-Orient, moi j'entends, et je lis d'ailleurs des choses, oulala, ils vont se rencontrer, ils vont sceller un accord total de soutien de la Russie à l'Iran, si jamais ça partait en vrille avec Israël, etc., etc. Je ne suis pas sûre que ce soit l'objet de leur rencontre. Je pense qu'effectivement, la tournure des événements a hâté cette visite, mais qui était déjà annoncée, qui se fait pour célébrer au Turkménistan, lors d'un événement, le plus grand poète turkmène, je crois. Bon, donc en tout cas, ils vont discuter de certaines choses, mais c'est pas forcément, ça y est, l'Iran va se coller à la Russie, c'est pas si simple, loin de là. Donc, il est possible qu'ils discutent un certain nombre de points. D'abord, la réponse de l'Iran aux représailles israéliennes qu'on attend, et qui devraient, en toute logique, avoir lieu. Bon, Israël ne l'a pas fait immédiatement, n'a pas répondu immédiatement. Ça, c'est vrai. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que l'Iran peut aussi, dans cette espèce de jeu de tit for tat, là, un meurtrier, mais bon, peut aussi faire la même chose, c'est-à-dire ne pas répondre immédiatement aux représailles qui pourraient arriver d'une minute à l'autre, là. Surtout si ça arrive avant vendredi, parce que cette visite, c'est vendredi. Bon. Et Poutine, lui, il ne veut pas non plus... il ne veut évidemment pas l'élargissement de la guerre à l'échelle régionale, et donc peut-être qu'il va profiter de cette visite pour dire au président iranien d'essayer de se contenir et de contenir la fureur de ceux qui veulent faire payer à Israël tous ces assassinats. Et l'Iran aussi, de son côté, veut savoir dans quelle mesure la Russie va quand même, si jamais tout dérape, tout part en sucette, quel serait le soutien de Moscou, hein, dans le plus mauvais scénario, on va dire, d'évolution.
Ensuite, deuxièmement, ils vont probablement parler d'un point plus concret, plus pratique, qui est celui des défenses antiaériennes que la Russie envisagerait de livrer à l'Iran. Donc ces fameux systèmes S-400 notamment, pour renforcer la capacité iranienne dissuasive face à des attaques israéliennes. Donc, alors, certains disent que les rampes sont les batteries de S-400 sont déjà là, avec tout ce qui va autour. D'autres disent que non, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Peut-être, voilà. Mais en tout cas, c'est un point important parce que, évidemment, ça renforcera considérablement l'Iran vis-à-vis de représailles israéliennes. Et ça montre aussi quand même un engagement important de la Russie, même si ce sont des armes défensives, ce ne sont pas des armes offensives, hein, les S-400. Mais c'est un clair soutien tout de même. Donc, ça permettrait à l'Iran de shooter les missiles israéliens qui arrivent, tout simplement, de la même manière qu'Israël le fait. Bon, et donc, si vous voulez, ça rétablit un petit équilibre et ça permet à chacun éventuellement de sauver la face. Parce que sauver la face, c'est un grand sujet chez l'homme. Grand sujet. Voilà. Peut-être chez la femme aussi, mais en tout cas, chez les humains masculins, c'est du lourd. Et en diplomatie, de toute façon, c'est extrêmement important. Voilà, au-delà de mon trait d'humour. Troisième point, il y a entre l'Iran et la Russie un partenariat stratégique important qui est en train d'être remis à jour, enfin, et complété. Et donc, soit il peut être signé là, ça m'étonnerait, peut-être, soit il y a peut-être certaines clauses clandestines, secrètes, hein, qui pourraient être négociées à cette occasion. Enfin, c'est l'occasion, ou alors il sera signé pendant le sommet des BRICS, mais c'est l'occasion d'en discuter, c'est le bon moment. Quatrièmement, il y a la question des exportations militaires iraniennes à la Russie, parce que la Russie aussi a des besoins. Alors certains disent qu'en fait ce sont des armes russes construites en Iran et renvoyées en Russie. Mais néanmoins, il est important pour... évidemment, chacun des pays dit que non. Hein. Bon, voilà, il se dit quand même aussi qu'il y a des drones iraniens et des missiles et des exportations de missiles iraniens à la Russie. Et ça aussi, ça se discute, ça peut évoluer. Est-ce que la Russie peut toujours compter sur ce type de livraison? Voilà. Parce que si l'Iran doit utiliser beaucoup de ses capacités contre Israël, évidemment, il y a un effet de vase communicant qui peut être dommageable à la Russie. Bon, après, il y a l'éternel problème avec la question du corridor de Zangezur, l'Iran qui soutient l'Arménie pour ne pas autoriser le passage de la voie ferroviaire entre Bakou et la Turquie, qui passe à un moment donné à la frontière de l'Iran et de l'Arménie, en fait. Hein, entre le... Enfin voilà, je ne vais pas vous refaire toute la géographie parce que j'ai pas de carte, donc j'ai pas de carte sous les yeux, donc je l'ai dans la tête, mais c'est pas forcément très clair. Voilà, il y a aussi ça, qui est sans doute une chose à discuter. Bon, faut voir. Ils vont peut-être plutôt discuter la manière dont les États-Unis font pression sur l'Arménie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, voilà, je voulais juste parler de ce meeting parce qu'on en parle pas mal dans l'actualité internationale, pas bien sûr sur nos télévisions, mais ça va pas non plus être, ça va pas changer la face du monde, quoi, la réunion entre ces deux hommes, et ça va pas non plus probablement transformer les dynamiques régionales. Voilà, ce qui va se passer là dans les quelques jours va être peut-être plus dirimant de ce point de vue.
Troisième point, et qui est le point principal là sur lequel je veux m'attarder un petit peu, sans être trop longue néanmoins, c'est l'évolution de la situation en Ukraine, parce que face aux dernières utopies occidentales, la Russie, par la voix de Lavrov, du ministre des Affaires étrangères, a explicité, mais vraiment haut et fort, hein, haut et clair, les bases possibles d'une négociation. Alors là, il y a 2 articles. Le premier, c'est celui du Financial Times sur l'évolution des objectifs ukrainiens. Vous savez que depuis le début de ce conflit, périodiquement, dans la presse anglo-saxonne, américaine ou britannique, il y a des articles. On n'en a jamais chez nous, hein, ça n'existe pas, j'en ai pas encore vu un. Bon, je lis plus trop d'ailleurs parce que c'est trop fatigant. Mais dans la presse anglo-saxonne, évidemment, il y a des articles qui sont, comme beaucoup d'articles, le recopiage, ou enfin la remise en ordre des notes d'entretien avec des responsables du gouvernement, des armées, des services, etc., qui livrent des messages. Et qui livrent aussi des messages, non pas à destination simplement du lectorat habituel, mais bien sûr des autres pays, des adversaires, des concurrents. Bon, enfin, voilà, c'est une manière aussi de faire de la diplomatie d'une certaine façon, et même de l'intimidation, de la pression, de la désinformation, de la propagande, enfin bref. Donc, et le Financial Times, le Washington Post, enfin, il y a un certain nombre de journaux, notamment américains, qui sont très intéressants de ce point de vue-là. Donc là, il y a eu un article du Financial Times qui s'appelle l'évolution des objectifs ukrainiens et qui reconnaît l'impasse militaire. Ça, c'est sûr, hein. Moi, ça fait 1 an et demi que j'en parle, 2 ans même. Mais là, oui, voilà, ça y est. Hein. On ne peut plus nier l'impasse militaire. L'ambiance n'a jamais été plus noire. L'Ukraine est face à un hiver là qui arrive, qui va être dévastateur en termes de coupure d'électricité, puisque la Russie a détruit méthodiquement une immense partie de son réseau électrique. Un certain nombre, donc là je vous reprends l'article, hein, un certain nombre d'officiels de Kiev disent en privé que voilà quoi, il n'y a pas assez de puissance de feu, il n'y a pas assez de munitions, il n'y a pas assez de soutien occidental en dépit de tout l'argent et de toutes les armes qu'on a envoyées, et évidemment il n'y a pas assez d'hommes pour espérer recouvrir les territoires que la Russie a pris. Bon, donc voilà, ça y est, c'est monté au cerveau, on se rend compte quand même que effectivement, il y a un état de choses, il y a un état de fait militaire, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut se mettre à plat ventre, on peut faire comme si ça n'existait pas, mais malheureusement, c'est le réel, c'est la réalité. Et donc, dit toujours cet article, l'Ukraine et ses alliés comprennent qu'il est impossible de rivaliser avec la Russie et que la seule façon de faire en sorte que tout cet investissement en sang, en argent, etc., n'ait pas été vain, serait de geler le conflit, tenez-vous bien, geler le conflit, sous la fausse promesse que l'Ukraine pourrait un jour recouvrer ses territoires perdus, un jour, dans quelques années, si vous voulez, lorsque l'armée se serait reconstruite, donc la guerre, n'est-ce pas, c'est ça la perspective, et que dans l'immédiat, il va falloir faire des concessions territoriales provisoires. Voilà. Et donc, il paraîtrait qu'il y a ça ne m'étonnerait pas, des pourparlers secrets entre les autorités de Kiev et pas les Russes, hein, mais leur soutien, enfin nous,
sur un plan de paix qui permettrait à la Russie de garder le contrôle, pas la possession, le contrôle des territoires ukrainiens qu'elle a pris, c'est-à-dire à peu près 1/5 du territoire, mais qui ne reconnaîtrait pas la souveraineté russe sur ces territoires. Et le reste du pays, donc les 4/5, pourrait rejoindre l'OTAN, ou alors, dans un premier temps, parce que ce serait peut-être quand même un peu compliqué, recevoir des garanties de sécurité équivalentes, pourquoi pas déjà celles qui sont dans le traité européen. Donc en fait, il y a un peu une idée similaire à la manière dont on a agi avec l'Allemagne de l'Ouest, qui avait été, pendant la guerre froide, intégrée à l'Union européenne, enfin à la CE à l'époque. Et donc, tous ces gens-là qui discutent... alors, ce qui est très drôle, c'est qu'ils disent, mais ils sont d'accord sur le fait que régler le conflit de manière mauvaise pour l'Ukraine, en faveur de la Russie, si vous voulez, c'est-à-dire ce qu'ils disent, ça va poser de graves risques de sécurité à l'Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire de graves risques de sécurité russes. Voilà, de la part de la Russie. Mais en même temps, ils n'admettent pas que si l'Ukraine n'est pas neutre, évidemment, c'est gravissime du point de vue des intérêts russes, cette fois-ci. Pas des menaces que la Russie constitue, mais des menaces qu'elle ressent. Voilà, c'est quand même la base, c'est le b.a.-ba de toute cette affaire. On sait très bien que la Russie ne peut pas, pour des raisons évidentes, admettre que l'Ukraine soit membre de l'OTAN. C'est les responsables américains qui l'ont dit dans les années 2000. Hein. C'est pas un scoop, c'est pas nouveau. Ça vient pas de sortir. Bon. Donc, le reconnaître, évidemment, s'ils reconnaissaient ça, ce serait reconnaître que donc il y a des préoccupations russes légitimes sur le fait que l'Ukraine s'aligne sur l'OTAN, surtout à partir de 2014, au moment où il y a eu le coup de la CIA, etc. Donc, voilà, si la Russie gagne, c'est dangereux pour l'Ouest. Si la Russie perd, c'est dangereux pour Moscou. Bon. Donc, ils essaient de trouver un moyen, un trick, une astuce, dans laquelle Moscou, donc, retiendrait un contrôle de facto sur 1/5 de l'Ukraine, sans en avoir la souveraineté, alors que les 4 oblasts sont dans la Fédération de Russie depuis, ma mémoire est bonne, le 30 septembre 2022. Et pendant ce temps, voilà, le reste irait à l'OTAN ou à l'UE avec des garanties de sécurité. Et donc, sous cette ombrelle, n'est-ce pas, sous ce parapluie, l'Ukraine pourrait se reconstruire, s'intégrer à l'Union économique, un peu comme l'avait fait l'Allemagne de l'Ouest pendant la guerre froide. Bon. Mais, quand même, ils reconnaissent que si on arrivait, par extraordinaire, hein, parce que c'est du domaine du rêve. Bon. Mais voilà. On commence à préparer les esprits. Donc, si jamais on arrivait à ça, en fait, cet accord, il dépend de 2 choses très, très, très improbables. La première, c'est que, d'abord, les États-Unis et leurs alliés voudraient bien permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Parce que ça veut dire un déploiement massif de troupes sur le front, hein, à la frontière, si vous voulez. Et là, c'est l'article 5 hein, qui joue, c'est-à-dire la défense collective, c'est-à-dire qu'en fait, il faut des troupes de l'OTAN, parce que si jamais la Russie vient à attaquer l'Ukraine, c'est une attaque, en fait, contre tous les membres de l'OTAN,
etc., etc. Donc c'est une position d'hostilité directe dans laquelle les États-Unis auraient du mal à ne pas se trouver en première position. Donc ça, voilà. Et deuxièmement, tout simplement, ce scénario, c'est bien, mais ça supposerait quand même que le président Vladimir Poutine soit d'accord pour commencer par ça, c'est-à-dire pour faire un truc en plusieurs phases, alors que je vais vous montrer que lui, c'est tout à fait autre chose qu'il a en tête, surtout considérant que l'une des principales raisons pour laquelle a été lancée l'opération militaire spéciale russe en février 22, c'était empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Donc, on a vraiment l'impression qu'ils vivent dans un monde parallèle, là. Bon. Donc, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Il mentionne aussi que, quand même, puisqu'ils ont reconnu que la Russie gagnait, la Russie gagne effectivement. Donc, quelle est son incitation à Poutine pour faire ce genre d'accord, pour faire une espèce d'accord territoire contre la paix, quoi, finalement. Hein, c'est un peu ça. Parce que, à Koursk, on voit ce qui est en train de se passer. Alors, évidemment, le pari de Zelensky et de ceux qui l'ont laissé faire et aidé même, c'était de capturer un petit bout de territoire russe pour après aller négocier contre la récupération de territoires ukrainiens, certes, au Donbass ou ailleurs, mais ça, c'est un calcul, 1, qui a été mauvais, 2, qui est mis en échec, 3, qui n'est pas à reproduire, à mon avis, mais bon, bref, c'est délirant, voilà, c'est un article délirant. Surtout qu'ils finissent par dire mais il faudrait que la Russie ait des coûts vraiment trop élevés dans la guerre pour accepter ce type de demande. Mais là encore, c'est une manière autiste de voir ce qui se passe, puisque on voit bien quand même en Russie que la détermination est d'acier, qu'ils veulent une victoire totale, que leur économie ne va pas si mal, que les budgets de la défense augmentent considérablement et que la population, malgré tout, suit. Je veux bien, même certaines élites, tout cela, ça devient de plus en plus patriotique. Donc tout ça, il mentionne en fait tous les problèmes, mais voilà, ils expliquent que ce qu'il faudrait, c'est ça, c'est évidemment ce qu'ils n'obtiendront jamais. Bon. Donc, la Russie n'a aucune raison en fait de reculer, c'est ça qu'on ne veut pas comprendre. Et c'est à nous, à vrai dire, c'est probablement, enfin bon, je ne suis pas négociateur. Et alors, donc, il y a une réponse, évidemment, et il y a une réponse qui date du 7 octobre, qui est un article de Newsweek, donc à qui Lavrov a donné une interview, et là, il explique très clairement, donc Lavrov, il parle pour Poutine, quand il se déplace, c'est pas très loin de Vladimir Poutine, ce déplacement, c'est vraiment un ministre des Affaires étrangères qui a un poids considérable. Et donc, il a donné dans cette interview des éléments extrêmement clairs qui devraient sérieusement nous faire réfléchir, parce que on voit mal comment on va pouvoir faire autre chose que ça, ou alors la guerre sans fin. Mais on sait qu'on la perd. Voilà. Donc, d'abord, il a dit la Russie est ouverte à un règlement politico-diplomatique qui doit permettre de traiter les causes, les racines de ce conflit. Donc, c'est pas obtenir un cessez-le-feu ou mettre en place un cessez-le-feu. C'est bien au-delà. Lui, il veut rebâtir en fait la sécurité européenne déjà, et la sécurité de la Russie à l'échelle européenne. Donc, ce qu'il explique, c'est éteindre la crise plus large
qui est idéologiquement beaucoup plus large que la guerre elle-même en Ukraine. Et donc, cessez-le-feu, oui, mais ce n'est pas le sujet, en fait, pour lui. Donc, la Russie veut quelque chose de permanent, en quelque sorte, de nouveaux accords de Minsk, mais peut-être même plus étendus. Et évidemment, il rappelle que tout ça, c'est dans un contexte où l'entièreté de l'ordre mondial est en train de se recalibrer en fonction de réalités modernes, et que, en fait, il y a toute une nouvelle architecture de sécurité, mais ça, ce sont les mots de Poutine, qui est en arrière-fond et qui doit inspirer et qui doit donner du souffle à ce règlement de la question en Ukraine, du conflit en Ukraine. Bon. Donc, voilà, il dit l'ordre mondial a besoin d'être adapté aux réalités actuelles. Eh bien oui. Alors, il explique qu'on est dans un moment multipolaire et il faut y aller. Voilà, il faut aller vers ce moment multipolaire. Il faut rééquilibrer tous les rapports de force et il faut rééquilibrer de manière à ce que ça reflète mieux les changements dans l'économie mondiale. Ça, c'est la grande frustration et la grande demande de tout un tas de pays. Évidemment, la Chine en est un, mais plein d'autres. Mais il y a eu des changements objectifs dans l'économie, dans la finance et dans la géopolitique, et il faut en tenir compte. C'est ce que je m'escrime à expliquer et à appeler de mes voeux depuis des années, à vrai dire. Et il n'y a pas besoin d'être russe, pro-russe, anti-russe. Enfin, c'est une évidence. Voilà. C'est juste ce qu'il faut faire. Et c'est ce à quoi devrait s'atteler notre diplomatie. Et donc, voilà, dit Lavrov, l'Ouest a mis beaucoup plus de temps que les autres à comprendre tout ça. Et il doit comprendre que ce processus est irréversible. Voilà. Hein, bon. Et puis, en dernier segment, il énonce très clairement ce que la Russie veut pour mettre fin au conflit avec un cessez-le-feu. À l'heure actuelle, parce qu'évidemment, plus on attend, plus les conditions changent, ça aussi. C'est là qu'on voit qu'on aurait mieux fait de prendre l'accord qui avait été négocié et accepté par Zelensky en mars 2022. Bon, donc les demandes concrètes, c'est pas très compliqué. Donc, l'Ouest doit arrêter de fournir des armes, ça, c'est sûr. Kiev doit arrêter les combats. L'Ukraine doit revenir à son statut de pays neutre, n'appartenant à aucun bloc et n'étant pas nucléaire. Elle doit protéger la langue russe sur son territoire et respecter les droits et libertés de ses citoyens. Les accords d'Istanbul, donc initiés le 29 mars 2022 par des délégations russes et ukrainiennes, pourraient servir de base à ce règlement. Il prévoit que le refus de Kiev de rejoindre l'OTAN et d'avoir des sécurités de garantie pour l'Ukraine, ces accords qu'on n'a pas signés, qu'on a achetés à la poubelle grâce à Boris Johnson, il y avait des garanties de sécurité pour Kiev, mais qui n'étaient pas d'entrer dans l'OTAN, ce qui précisément la met en insécurité, mais enfin ça personne ne veut comprendre. Bon, et à ce moment-là, bien sûr, la situation sur le terrain était très différente. Les forces russes s'étaient retirées des environs de Kiev, etc., mais ça n'était pas évidemment ce qui s'est passé depuis. Et évidemment, dit-il, en 2 ans, ces réalités militaires ont considérablement changé, y compris en termes légaux. Bon, là, il fait allusion au fait qu'effectivement, le 30 septembre 22, les 4 oblasts, donc Zaporožié, Kherson,
Donetsk et Louhansk sont entrés officiellement comme membres de la Fédération de Russie. Donc ça, c'est un gros changement quand même par rapport à ces accords qu'il évoque. Et donc, il rappelle aussi que Poutine, le 14 juin, a été très clair aussi. Il a fait la liste des prérequis, pour un règlement, donc complet retrait des forces armées ukrainiennes de ces quatre oblasts, des deux républiques du peuple, de Donetsk et de Louhansk, et des oblasts de Zaporogie et de Kherson, reconnaissance des réalités territoriales telles qu'elles sont inscrites dans la constitution russe, c'est-à-dire en fait que ces oblasts appartiennent à la Russie, donc statut non nucléaire, etc. Enfin, tout ce que je viens de dire, et dénazification et démilitarisation. Voilà, ça c'est les objectifs aussi officiels, il faut s'en souvenir, de l'opération militaire spéciale quand elle a été lancée. Et puis, bien sûr, levée de toutes les sanctions contre la Russie, sécurisation des droits, libertés et intérêts des citoyens de langue russe en Ukraine. Voilà. Donc, on a... ça veut dire en fait que déjà les 4 oblasts, mais ça, moi, je le pense depuis très très longtemps, ils sont de manière irréversible désormais rentrés, ils ont été récupérés par la Russie, quoi. Bon. Et donc, ça veut dire, parce qu'il y a des frontières administratives, des frontières qui existaient avant la guerre, qui sont celles de ces oblasts. Et en fait, ça veut dire que Poutine veut que les forces armées ukrainiennes se retirent de la partie de ces oblasts qu'elles contrôlent encore dans le Donbass. C'est ce qui fait la guerre du Donbass, en ce moment. Donc, par exemple, le centre de la ville de Zaporogie, la ville de Kherson, etc. Enfin bon, Zaporogie, c'est quand même 1 million de personnes. Bon. Donc, évidemment, on voit tout de suite, quand on lit les propositions de Lavrov et de Poutine, que ce qu'a raconté le Financial Times, le plan ukrainien, si vous voulez, ou le plan westerno-ukrainien, ne peut pas marcher. Puisque dans ce plan-là, on disait l'Ukraine laisse le contrôle des territoires saisis par la Russie à la Russie, mais ne lui reconnaît aucune souveraineté sur ces territoires, qui étaient à elle auparavant. Et là, Poutine lui dit non, c'est irréversible, c'est une fois pour toutes. Donc vous reconnaissez une fois pour toutes que ce ne sont plus des territoires ukrainiens. Donc déjà là, on voit que c'est un point extrêmement litigieux, évidemment. Deuxièmement, la question du statut non nucléaire, neutre et non bloc, enfin, de l'Ukraine est un véritable sujet, parce que qui va garantir cela ? Vu le déficit de confiance de part et d'autre, entre les États-Unis, l'OTAN, la Russie, l'Ukraine, évidemment, tout ça, ça ne peut pas marcher sans d'autres garants. Et évidemment, on pense à la Chine, qui a aussi son plan de paix, qui en a parlé il y a je ne sais plus quand, au début de l'année. Mais en tout cas, il va falloir des garants qui soient autres qu'américains, et ça va être aussi... C'est pour ça que tout est lié, si vous voulez. C'est la refondation de l'ordre international qui est en cause dans ce conflit. Voilà. Et puis, bien sûr, Poutine reparle de démilitarisation et dénazification. Et on a souvent tendance à dire non, mais ça y est, c'est fini, c'est pas vrai, etc. Ce sont des points, à mon avis, très, très importants, toujours très importants pour les Russes. Et ça veut dire que du point de vue du pouvoir ukrainien, notamment,
ça va être très compliqué. Il y a la question des interlocuteurs. Alors après, il y a des choses qui ne sont pas évoquées, et c'est intéressant qu'elles ne le soient pas par les Russes. Pas d'Odessa, pas de Kharkov. En tout cas, pas officiellement. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas là. Donc, ça veut dire que ce seront des points de pression ou de chantage, ou bien, si on est assez intelligent pour ne pas aller remettre la zizanie aussi ou relancer l'escalade sur ces endroits, ça peut peut-être se calmer aussi un petit peu et les menaces sur Odessa peuvent baisser. En conclusion, bon, les termes russes sont clairs, c'est vrai que c'est une capitulation, mais il faut arrêter aussi de faire semblant de croire que l'Ukraine peut gagner militairement ce conflit, et aussi de dire qu'elle doit rentrer dans l'OTAN, comme vient de le dire quand même le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, le néerlandais, qui, bon, on sait qui il est, on sait d'où il vient, d'accord, mais là, c'est comme remettre du poivre sur la plaie, quoi, ou de l'acide ou du citron. Et donc, sinon, si on ne fait pas ça, en fait, c'est tout simple. Le massacre des Ukrainiens et aussi de nos mercenaires occidentaux va se poursuivre. La défiance russe va s'enquister, va s'exacerber. La guerre va se poursuivre sans fin. Mais qui va s'user le plus? Qui va en pâtir le plus? Est-ce que c'est la Russie? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on en est sûr? Et puis surtout, et je terminerai là-dessus, il y a quand même un problème de conscience humaine, hein, à la fin, et de conscience politique, bien sûr, parce que finalement, combien de morts vaut notre vanité? C'est ça la grande question. Vaut pour nous le fait de ne pas perdre la face, vaut le fait de poursuivre, même si on sait que c'est sans issue. C'est assez pathétique. C'est vrai, les moteurs des actions humaines ne sont pas tous moralement élevés, très loin de là. Ils sont souvent... Voilà. Et puis on parle de droit et de morale, généralement, moins on les pratique. Mais là, on est quand même en Ukraine dans une impasse militaire et politique telle que poursuivre ce conflit au prix de tant de vies humaines. Je ne parle même pas du côté russe, là. Je parle du côté de ceux qui sont soi-disant nos alliés, dont nous souhaitons la liberté, le développement, la reconstruction. C'est au-delà du cynisme. Et je pense que c'est peut-être ce type de sursaut de conscience qui pourrait en fait nous aider concrètement à prendre des positions plus lucides, plus pragmatiques, à essayer de sortir de ce guêpier et de sortir de cette image que nous donnons d'un Occident extrêmement finalement indifférent au sort des hommes quand ce ne sont pas, et même quand ce sont ses alliés, puisque ce sont nos alliés les Ukrainiens, mais indifférent, léger, incroyablement désinvolte face à la vie humaine, parce que c'est là aussi l'une des sources de notre discrédit qu'il faut tarir en reprenant pied dans la réalité et dans l'humanité. Et je pense que les dirigeants occidentaux seraient bien inspirés de se souvenir que l'humilité n'est pas une faiblesse, hein. C'est une marque de force, c'est une marque de puissance, d'équilibre intérieur. Donc on devrait miser là-dessus et travailler à partir de cela. Voilà. Au lieu de travailler à partir de narratifs, n'est-ce pas, pour jeter des jets d'encre à nos populations et s'imaginer pouvoir se tirer d'affaire, ça ne marche pas. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous demande de liker, de partager, de vous abonner en appuyant sur la petite cloche, de nous soutenir, d'entrer dans le cercle Paix et Guerre où je suis heureuse de faire d'autres émissions, de proposer d'autres choses, ou de nous soutenir simplement par Tipeee, comme vous le pouvez. Tout nous est utile. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une belle soirée. Voilà, au revoir.